Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Simon Lacaire, gérant du magasin Hein à Belle-Terre, nous raconte le défi qu'a été de faire des adaptations avec son équipe en ce temps de pandémie afin d'assurer la sécurité des clients et de ses employés. Le magasin Hein à Belle-Terre, c'est une épicerie, c'est une station-service puis une quincaillerie. On offre aussi un service là, de propane, entre autres. C'est un commerce qui est un peu considéré comme magasin général parce qu'on offre plusieurs choses sous le même toit. Puis c'est sûr que la crise nous a touchés là. En premier lieu, ça a été au niveau de la main-d'œuvre parce que on a 3 employés en moins depuis le début de la pandémie parce qu'on a 3 employés qui sont mis en quarantaine préventive. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un réménagement au niveau des horaires des employés, un petit peu plus de surcharge de travail, mais ça va bien jusqu'ici. Ça a été le premier défi à relever. C'est sûr, là, un autre défi qui nous touche, c'est de se donner suite aux recommandations du gouvernement puis de notre bannière, en fait, d'épicier qui est Sobeys. Nous, en fait, on s'est adapté. On a installé un plexiglas à la caisse enregistreuse. On a installé des rubans rouges sur le sol pour que les clients respectent le 2 mètres. Puis, c'est sûr qu'au magasin, la plupart des employés ont leur cours en hygiène et salubrité. Ils étaient déjà sensibilisés à tout ça avant même la crise, mais disons qu'on le met vraiment en pratique encore plus. Puis, c'est sûr, c'est le lavage des mains, le lavage des surfaces. On lave beaucoup. Puis, on sensibilise aussi beaucoup les clients. Entre autres, on ne peut pas les empêcher de venir plusieurs fois par jour, mais on essaie de leur dire regroupez vos commissions, mettons, une fois par jour maximum. Une autre mesure qu'on fait aussi, puis que d'autres commerces ont commencé, on fait des commandes, on prépare les commandes aux clients qui ne peuvent pas en fait se présenter dans le commerce parce qu'ils sont en quarantaine. Puis on fait aussi de la livraison là, à domicile sur demande. Un autre défi, c'est, je dirais, l'approvisionnement quand même. Sobeys, on a accès quand même à beaucoup de produits, mais il y a des produits qui sont en rupture de stock pour différentes raisons. C'est sûr qu'il y a une consommation supplémentaire parce que les gens vont moins au restaurant. On a accès à moins de produits parce que les épiceries en demandent un peu partout. C'est très varié. On peut manquer de levure pour faire du pain, on peut manquer de farine de temps en temps, de la cassonade, du papier de toilette, mais on réussit toujours à trouver un produit là, de remplacement. Puis ça va assez bien. On a plusieurs fournisseurs qui peuvent nous dépanner. Puis donc on encourage beaucoup les commerces de Témiscamingue puis d'Abitibi. Que ce soit la boucherie Le Gourmet, Chocolat Martine, Miel Abitimis, les pizzas qui sont faites en Abitibi. Donc, le panier bleu, là, l'initiative du gouvernement, c'était déjà un petit peu là, dans les pratiques du magasin, donc on continue à ce niveau-là. Au niveau de l'achalandage, je vous dirais que il y a eu une augmentation depuis la crise parce que les gens à Belle-Terre sont plus confinés, puis il y a des gens qui sont à leur chalet, dans leur camp de chasse. Puis c'est sûr que les clients, il y a certains clients qui magasinaient à l'extérieur de la région, à l'extérieur de Belle-Terre. On aimerait bien qu'ils continuent à consommer au magasin, là, même après la crise, parce que ça fait quand même la différence là, au niveau du chiffre d'affaires. Donc, on souhaite le plus possible que ces personnes-là prennent, sans nécessairement qu'ils achètent tout ici de leur épicerie, mais qui prennent conscience qu'ils sont quand même chanceux d'avoir un commerce à Belle-Terre. Puis pour ça, par exemple, il y a des clients qui le reconnaissent, puis ils nous encouragent à ce niveau-là. Puis donc, ça fait du bien parce que c'est vrai que c'est quand même précieux d'avoir un commerce, une épicerie, station-service, quincaillerie. Je pense que les gens en prennent conscience. Maxime Legrand travaille en ce moment pour la compagnie Real Effects sur le film d'animation Rumble qui devrait sortir au cinéma en 2021. La jeune femme nous raconte son parcours. Au départ, j'avais un emploi dans une autre compagnie, puis quand mon contrat s'est terminé, j'ai cherché pour une différente compagnie d'animation, puis RealFX, c'est une compagnie que j'ai toujours bien aimé les projets qu'ils faisaient, le style d'animation, je trouvais ça super beau. Fait que j'ai appliqué, mais je m'étais pas trop fait d'attendre parce que je savais que c'est pas tout le monde qui pouvait avoir des postes comme ça. Puis dans le fond, après avoir appliqué, j'ai reçu une confirmation pour une entrevue vidéo, puis j'ai fait l'entrevue, puis ça a bien été, puis après ils m'ont contacté, puis j'ai été engagée. Le film s'appelle Rumble, puis ça va sortir au théâtre, c'est supposé sortir en janvier 2021, si tout va bien. Puis c'est un film qui se passe des combats de monstres, comme du Monster Wrestling qu'ils appellent, puis
c'est ça, c'est une petite fille qui aide un monstre à sortir de l'ombre, puis à devenir le monstre officiel combattant de la ville. Puis ce que je fais sur ce film-là, je suis une généraliste, mais on nous appelle aussi les Assistant Technical Director. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de régler les problèmes de pas mal plusieurs départements, surtout les départements qui font l'animation, l'éclairage du film, les effets visuels. Fait qu'on est un peu interreliés dans toutes les parties du pipeline, puis c'est ça, on règle les problèmes. J'ai étudié pendant 3 ans un deck en animation 3D au Cégep du Vieux-Montréal. Puis, dans le fond, j'ai découvert ce programme-là quand j'étais encore au secondaire. Il y avait une journée carrière, puis tu sais, je savais pas trop que ça existait, fait que je m'attendais pas à découvrir ça. Puis j'ai vu comme un petit pamphlet, puis ça m'a vraiment intéressée. Tout de suite, j'ai été accrochée parce que j'avais jamais pensé que les gens pouvaient faire carrière là-dedans, l'animation. Tu sais, j'avais jamais pensé au processus de création, tout ça. Ben, c'est sûr que si Real FX ont d'autres projets après puis qu'il y aurait de la place pour moi, j'aimerais peut-être ça rester là parce que j'aime vraiment qu'est-ce qu'ils font puis j'aime beaucoup les gens aussi là-bas. C'est super friendly, il y a un bon mode de vie, tu sais, c'est le fun de travailler là-bas, c'est stimulant. Fait que si j'ai la chance, j'aimerais ça rester là, mais sinon, je vais peut-être regarder pour une autre compagnie qui font de l'animation 3D ou peut-être jeux vidéo, dépendant des projets que je vois qui se font en ce moment. Et si je voudrais travailler à mon compte, ça serait peut-être plus des petits projets de publicité où il y a même des grosses compagnies qui engagent des artistes qui travaillent à distance. Fait que je pourrais retourner au Témiscamingue. Puis ça, c'est toujours quelque chose que j'ai comment penser. Ça que ça serait peut-être possible un jour. Pas pour le moment parce que j'ai pas assez d'expérience. J'aimerais bien ça. Ariane Plamondon, une voyageuse témiscamienne, est présentement en Australie. Elle s'entretient avec nous en plein cœur du Western Australia, au bord de la mer, afin de nous témoigner de son expérience de voyage dans des conditions particulières. Bonjour, moi je m'appelle Ariane Plamondon, je viens du Témiscamingue. Présentement, je suis en Australie. Je suis particulièrement là, dans l'état du WA, dans le Western Australia, proche de Perth. Puis en fait, là, j'ai décidé de venir en Australie pour prendre une année sabbatique parce que je suis à l'université à Trois-Rivières. J'étudie la psychologie. Donc, depuis novembre que je suis arrivée ici en Australie. Puis ça fait déjà 6 mois que je suis ici. Puis là, c'est ça, je suis prise dans le WA. Je suis prise là entre les frontières parce que toutes les frontières en Australie sont fermées et également les régions dans les États. Donc, c'est un peu si, par exemple, moi, je suis dans le WA, c'est comme si j'étais dans la province du Québec et les régions dans le WA sont fermées. Donc, c'est comme un peu au Québec, qu'est-ce qui se passe présentement, là, la Abitibi-Témiscamingue est fermée, l'Estrie, la Mauricie et tout ça. Donc, on est pas mal dans la même situation là, par rapport à ça. Au début, j'ai eu un petit moment de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne au Canada? Est-ce que je reste ici en Australie? » Parce que moi, à la base, j'étais venue ici pour voyager, pour voir le pays, pour découvrir la culture, pour voir les beaux paysages que l'Australie peut offrir. Donc, je me suis vraiment remise en question. Je me suis questionnée justement si je rentrais. Mais finalement, j'ai trouvé là justement une maison avec des voyageurs que j'avais rencontrés. Donc, on est 9 voyageurs dans une maison. Puis, on est à côté de la mer, comme vous voyez en arrière de moi. Donc, ma maison est à 30 secondes d'ici. Donc, étant donné que justement, j'étais en sécurité, j'étais bien, la maison non plus, c'est vraiment pas cher, j'ai décidé de rester en Australie. En fait, pour retourner au Canada, j'ai regardé les billets d'avion. J'ai regardé le prix, puis aussi qu'est-ce qui était offert. Puis, à partir du 6 avril, en fait, j'ai reçu un courriel du gouvernement me disant que, justement, Air Canada arrêtait tous les vols directs de l'Australie jusqu'au Canada et qu'après ça, on devait passer par des pays tiers. Donc, ça pouvait compliquer un peu les choses. Mais il y a une compagnie aérienne qui s'appelle Qatar Airways, qu'elle assure encore vraiment plusieurs vols jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je vais rester parce que j'ai toujours la possibilité de rentrer au Canada quand même si Air Canada a suspendu là, les liaisons. J'ai vraiment pas l'impression d'être en confinement ici. C'est un peu comme si je me sentais dans un monde à part comparativement au Canada. Parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, là, je suis avec 9 autres voyageurs. Donc, on est 10 au total dans une maison. On fait du surf à tous les jours, on va pêcher, on fait du beach volley à la plage. Il y a plein de personnes aussi qui sont à l'extérieur parce que le gouvernement australien, en fait, il permet aux Australiens de pouvoir sortir pour une activité sportive. Donc, par exemple, quand on va en surf à la plage,
ben il y a des gens en boogie board, il y a des gens en paddle, il y a des gens qui font du surf. Donc, il y a quand même beaucoup de vie à l'extérieur. Les gens, ils sortent beaucoup pour faire du sport. Comme par exemple, quand je vais courir, quand je vais faire mon jogging, je croise vraiment beaucoup de personnes. Il y a des gens en vélo. Hier aussi, je suis allée magasiner pour un laptop. Puis, tous les magasins étaient ouverts pour les laptops. Puis, il y a certains magasins aussi pour les boutiques de vêtements qui sont encore ouverts. Donc, je me sens pas vraiment atteinte par le confinement puis par tout ce que vous vivez au Québec. Mais j'ai beaucoup des pensées là, par rapport à mon entourage, par rapport à mes proches là, qui vivent une situation complètement différente de moi. Je me suis posé la question à savoir, si je rentre au Canada, ça veut dire que je mets un terme à mes voyages pour on ne sait pas du tout combien de temps. Donc, je me suis dit, je vais en profiter, je suis bien ici, je suis en sécurité, j'ai un mode de vie différent de ce que j'ai au Québec. Donc, je me suis dit, je vais profiter à fond de peut-être mon dernier voyage avant on ne sait trop quand. C'est sûr que je pense qu'on va vraiment changer aussi notre façon de voyager après le COVID. On va être plus justement sensibilisé par rapport aux causes environnementales, par rapport justement aux gaz à effet de serre que les avions là, peuvent propager. Donc, je pense qu'en soi, la crise du COVID, c'est quand même une bonne chose pour sensibiliser les personnes puis conscientiser les personnes à leur façon de voyager. Donc, c'est sûr que moi aussi, ça va changer étant donné qu'il y aura probablement plus autant de billets d'avion puis plus autant de liaisons qui vont être disponibles et aussi à un aussi bas prix de qu'est-ce qu'on pouvait connaître avant. Donc, ouais, ça va être des gros changements. Puis, ben, un peu comme tout le monde, là, je peux pas prévoir ça va être quoi mon prochain voyage, ça va être quand. Puis, on va pouvoir revoyager bientôt. Que se passe-t-il avec les étudiants qui sont à l'extérieur de la région pendant la crise de la COVID? 3 étudiants témiscamiens témoignent de leur expérience de confinement loin du Témiscamingue. Salut, moi c'est Victor. J'étudie en musique. Je m'appelle Maïna Dubois, je suis étudiante à la maîtrise en kinésithérapie. Moi, c'est William Cardinal. J'étudie en intégration multimédia au collège Maisonneuve. Puis je suis pris à Montréal. Puis je viens de la région du Témiscamingue, précisément la ville de Ville-Marie. Puis c'est ça, je viens du Témiscamingue, mais je suis prise à Sherbrooke pour le confinement. Moi, j'étais en panique parce que j'ai pas pu aller chiller avec mes amis au Témiscamingue puis pas me confiner. Mais là, je suis en confinement à Montréal. Pour vrai, au début, je pensais que c'était presque une joke. Tu sais, je l'ai pris comme ça se peut presque pas que je puisse pas aller chez moi. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai dû l'avaler un petit peu par petit peu. Puis vu que j'étais vraiment occupée avec ma session, ben, je m'en suis pas tant rendu compte. C'est sûr que je m'ennuie toujours de mes parents, mais les années d'avant, j'ai quand même pas pu tant aller voir mes parents. Fait que c'est pas un si gros changement. Puis je suis avec une coloc, ben, dans le fond, ma meilleure amie. Fait que c'est moins difficile, tu sais. Je suis dans des belles conditions de confinement, là. J'ai bien réagi quand même, tu sais. Je trouve que, tu sais, on voyait ça s'en venir, le virus, puis tout. Puis moi, j'étais content qu'on protège comme du monde nos régions, là, parce qu'on sait que ce genre de truc-là, c'est dans les grands centres, là, où c'est que c'est le pire, où c'est qu'il y a le plus de concentration de personnes malades. Fait que moi, j'étais content quand même qu'on protège notre région. Puis moi, j'ai quand même des obligations ici, fait que c'était pas dans mes plans de revenir non plus tout de suite. Tu sais, j'ai un travail, puis tout. Fait que j'ai bien réagi là-dessus, là, à ce niveau-là. Au début, oui, mais c'est ça, mon programme n'était pas certain que ça allait vraiment fermer tout, parce que dans le fond, mon programme est très pratique. L'après-midi, on fait tout le temps du traitement. Puis là, ça devenait compliqué. Est-ce qu'on allait retourner à l'école? Est-ce qu'on n'allait pas retourner? Fait que quand j'essayais de faire les démarches pour m'en revenir, ben c'était quand même incertain que nous, c'était complètement comme sûr qu'on n'allait pas revenir à l'école. Fait que c'était tout le temps nébuleux un peu. Fait que je faisais des démarches, finalement, ça cancellait. J'en faisais d'autres, ça cancellait. Fait que ça a été un peu nébuleux comme petit travail à faire, mais là, j'ai comme décidé de rester à Sherbrooke parce que c'était trop compliqué, là. C'est comme un peu... Moi, je dirais qu'il y a une angoisse un peu omniprésente dans la tête des gens. Puis, c'est pas nécessairement plaisant là, en public en ce moment même, je dirais. Surtout dans les transports en commun. Je veux dire, marcher, c'est pas si peu, là. Mais c'est ça, là. C'est pas nécessairement le fun, mais c'est pas... Tu sais, le monde qui a pas... Tu sais, c'est pas la zizanie non plus, tu sais. Je me sens bien en sécurité. À Montréal, ben, je veux dire, il y a beaucoup de mesures qui sont prises, puis on s'entend que c'est, tu sais,
Ça, c'est partout pareil, là, puis moi, il n'y a pas quelque chose qui me fait... Je me sens pas plus insécure qu'avant au niveau de me promener, puis c'est sûr, il faut faire attention, mais justement, ce qui est sécurisant, c'est de voir qu'il y a des mesures qui sont prises, puis qu'ils ne prennent pas ça à la légère, là, c'est surtout ça. Je trouve ça quand même difficile parce qu'on est une famille très, très proche, là. Fait que de ne pas pouvoir voir ma famille du tout, parce que même quand j'étais pris à Sherbrooke avant parce que j'avais des occupations, ben, mes parents au moins venaient me voir. Mais là, c'est comme je peux pas aller les voir, ils peuvent pas me voir. Fait que c'est comme difficile d'être aussi loin, mais comme je disais tantôt, la seule chose qui est comme plus facile, c'est que je suis confinée avec ma meilleure amie. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, on passe à travers à deux, puis je suis pas complètement toute seule. Fait que c'est moins difficile. Mais c'est sûr qu'au début, j'étais comme bon, c'est quand je vais les voir, là. Je m'ennuie de ma famille, tu sais, c'est sûr. Je m'ennuie beaucoup des gens, des paysages, de la tranquillité, de l'eau, de la belle eau. On peut se baigner. Qu'est-ce qu'il y a d'avantageux de Témis comparé à Montréal? C'est, ben, premièrement, je veux dire, l'échange social Témiscamien il est vraiment différent de celui de Montréal. Je pense que quand tu marches dans la rue au Témiscamingue maintenant, puis peut-être même plus que jamais auparavant, le monde va peut-être plus se regarder dans les yeux, plus se dire salut, plus. Puis d'un autre part, ben, t'as le plein air, là. T'as toute la grande nature témiscamienne à aller voir, là, tandis qu'ici, t'as comme du béton. Je pense qu'il y a beaucoup moins de gens, tout court. Surtout dans une pandémie, tu as beaucoup moins de chances de l'attraper, tout court. Je pense que tu as beaucoup plus de place pour te ressourcer, peut-être relaxer qu'ici, là, un peu, tu sais, un peu partout. Ici, il n'y a pas grand place pour s'échapper de tout ça, là, quand même. Là. C'est un peu le même. Tout le monde est un peu dans le même état d'esprit partout. Fait que je pense que c'est ça au Témis qui est le fun. Tu as des petits coins de nature, par exemple, pour aller t'échapper. Mais la tranquillité, le confort du Témiscamingue, honnêtement, on est tellement bien, on vient, puis on dirait qu'on est toujours en vacances quand on est chez nous, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça que je m'ennuie le plus. Puis de ma famille, évidemment, là. Je vous aime, Témiscamingue! À travers la crise de la COVID-19, le milieu culturel est le premier à avoir vu ses activités interrompues et sera fort probablement le dernier à retrouver un roulement normal. Amélie Cordeau, directrice générale du RIFT, fait le point sur la situation. Le RIFT a été frappé de plein fouet le 13 mars dernier. Du jour au lendemain, on se retrouve fermé, plus d'offres à la population. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les employés? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui était prévu? Parce que, en fait, le RIFT, mars, avril, mai, c'est une de ses plus grosses périodes de l'année. Si on exclut, le cinéma dans le temps des fêtes ou l'été, où c'est vraiment deux grosses périodes, mais les groupes scolaires, les spectacles, les spectacles bénéfices, toutes les locations, l'ensemble vocal, les spectacles de fin d'année, les sorties scolaires, que ce soit en salle de spectacle, il y avait des spectacles en dehors de la scène, il y avait les cinémas, il y avait aussi des ateliers en art visuel. Aux spectacles qui ont été annulés, bien, c'est sûr qu'on a tenté d'en reporter. Il y en a qu'on a annulés. Ceux qui ont été reportés, c'est les spectacles, un, qui se reportaient, et deux, c'est la plupart étaient complets. C'est sûr qu'il y a des artistes là-dedans, quand je pense aux Grandes Crues, ils ont extensionné leur tournée qui devait se terminer au mois d'août. Nous, on a réussi à les reporter en novembre. Mais encore là, si on parle de la salle de spectacle et d'une éventuelle réouverture, ben on ne sait pas là, jusqu'à quand on va être restreint. Et d'ailleurs, c'est ça, si on parle de fermeture, en date d'aujourd'hui, on est fin avril, le Québec parle de relance. Qu'en est-il du RIFT? Eh bien, nous devrons travailler en silo parce que c'est sûr que les arts de la scène, c'est un lieu pour se rassembler. Hein, c'est vraiment une opportunité de se rassembler pour vivre une expérience culturelle. Bon, là, les rassemblements, c'est non. Être dans la même pièce, plusieurs, c'est non. Donc, ça va être, je pense que ça va être la dernière chose qui va réouvrir de façon régulière. En fait, la situation en date d'aujourd'hui, tous les diffuseurs du Québec sont en attente aussi d'un conseil gouvernemental parce que présentement, on ne peut officiellement pas annuler tous nos spectacles à la fin de la saison parce qu'on n'a pas de date soit de réouverture ou de consigne claire. La première consigne qu'on avait eue, c'est « vous fermez jusqu'au 4 mai ». Et on est rendu fin avril. Moi, j'ai encore des shows stand-by et je pense aux diffuseurs plus dans l'Est du Québec qui, eux, ont seulement des programmations estivales et qui attendent après ça.
Mhm. On a hâte que ça avance. C'est sûr que le ministère de la Culture n'a pas été dans les priorités. On comprend que ça a été la santé, l'économie, tout ça. Par contre, nous, on a des impondérables et ça a vraiment un impact économique à travers le Québec, là, le fait que la culture soit sur la glace. Au Témiscamingue aussi, en fait, je dirais plus les arts de la scène, c'est un des vecteurs économiques un des plus importants au Témiscamingue. Donc, ça aussi, ça a un impact. Là, on le sait, quand il y a un soir de spectacle à la salle du Rift, ben c'est tous les commerces qui en profitent parce que les gens se déplacent sur leur territoire et on sait que on en profite pour faire des emplettes, aller gazer, aller au resto. Donc, c'est ça. Pour les arts de la scène, ben on attend notre réseau de diffuseurs du Québec sur lequel je siège comme administratrice, qui est Rideau, nous tient au courant, a des contacts sans arrêt avec le ministère de la Culture et le Conseil des arts et des lettres du Québec qui nous tient au courant, évidemment. Pour ce qui est du cinéma, bien là, on est plus dans la relance, on est plus dans une stratégie de relance. Les deux associations des cinémas du Québec sont assis ensemble avec les producteurs et les distributeurs pour réfléchir et établir un plan de relance et un plan d'action. Donc, selon une des associations, la relance se ferait probablement pour l'été. Donc, on le souhaite. Et on pense aussi que c'est possible si on prend en considération que les salles de cinéma sont rarement pleines. On le sait, à moins que ce soit un hyper gros blockbuster du tonnerre où les salles sont archi pleines, mais on sait qu'à peu près les salles peuvent être au tiers. Donc, si on pense qu'un film régulier peut être vendu au tiers, ben c'est une situation qui nous permettra d'offrir des films dès que c'est possible, avec les mesures aussi qu'on devra mettre en place. Si on pense aux arts visuels, au centre d'exposition, en fait, toute cette situation-là a commencé lorsqu'on était en montage d'une exposition sous le commissariat de Martin Beauregard de Rouyn-Noranda, dont des artistes de l'Abitibi. Et on a décidé à ce moment-là de poursuivre le montage et de réaliser, pour être à l'heure du temps, une exposition virtuelle. Donc, sur le site web du Rift, vous pouvez aller voir l'exposition de façon virtuelle et Martin Beauregard qui commente chaque œuvre qui est installée, chaque œuvre qui sont installées. Par contre, là, présentement, avec Émilie Bécoté, la coordonnatrice du centre d'exposition, on est en réflexion parce que l'été 2020 était consacré à la 15e édition de la Biennale internationale d'art miniature. C'est une rétrospective de tous les gagnants de les 30 dernières années, donc les 28 dernières années. On les invitait à refaire une œuvre ou des œuvres, avec seulement les gagnants des catégories. Alors là, on est en réflexion sur on maintient pas. On n'a pas encore de consigne du gouvernement. Même si on a le feu vert, les gens, est-ce qu'ils vont être présents? Tu sais, on est tous dans ces réflexions-là et on veut que la Biennale, qui est un événement majeur en art visuel dans toute la région et même au Québec, puisse avoir la visibilité qu'elle mérite. Donc, et c'est un événement qui est très, très touristique aussi, la Biennale. Les gens viennent à chaque année de l'extérieur, viennent voir la Biennale. Donc, avec tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on va faire pour le mieux de tous, en fait, que ce soit pour le RIF, que ce soit pour le visiteur et que ce soit aussi pour les artistes. Donc, dans les prochains jours, on va prendre une décision et évidemment, on va en faire part à nos membres et à tous les gens. Au niveau provincial, il y a un mouvement qui a été appelé Billets solidaires. En fait, c'est vraiment la liberté de chacun. Plusieurs salles au Québec ont offert aux clients détenteurs de billets de spectacles déjà programmés, déjà vendus, de faire un billet solidaire avec leur salle de spectacle, c'est-à-dire de ne pas demander un remboursement parce que toutes les salles de spectacle ont des pertes financières considérables, évidemment, pas par rapport au cachet des artistes parce qu'on n'a pas à les payer, les contrats sont tombés, mais tous les revenus périphériques qui existent
Puis au RIF, les revenus autonomes sont beaucoup plus importants que les subventions. En fait, on est beaucoup plus haut dans nos revenus autonomes, donc tout ce qu'il y a autour de nos subventions et des revenus de billetterie. Donc, voilà pourquoi le mouvement Billets solidaires a été parti. C'est vraiment, en tant que spectateur, je supporte ma salle, je sais qu'elle vit des pertes considérables, donc je ne demande pas mon remboursement. Donc, c'est sûr qu'il y en a plus. Tu sais, j'ai plusieurs clients en tête qui ont des 10, 12 spectacles qu'ils ont achetés. Je comprendrais vraiment que les gens veulent avoir leurs sous, mais tu sais, ça peut être juste bien. Tu sais, moi, je te remets 2 billets pour tel spectacle et le reste, je veux me faire rembourser. Fait que ça existe. Et nous, on a envoyé, c'est ça, l'information à nos membres aussi, détenteurs de billets. Ils ont l'opportunité de le faire en temps et lieu. Parce que les remboursements des billets pour les gens qui le veulent va être fait mi-mai à peu près. On attend que la situation soit claire et stable et faire les remboursements une fois. Je sais qu'ailleurs, dont Théâtre du Cuivre, ont commencé les remboursements, mais nous, on ne voulait pas recommencer plusieurs fois, donc on va le faire une fois quand la situation va être stable. L'autre chose que les gens peuvent faire, bien évidemment, le mois de mai veut dire aussi renouvellement du membership au RIF. C'est sûr que là, les gens ne sont pas trop au courant, on est moins présents. Donc, évidemment, on espère que tous les gens qui étaient membres et même de nouveaux aillent faire le renouvellement sur Ticket Accès pour soutenir le RIF. Soutenir le RIF, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire soutenir l'infrastructure qui a été mise en place dans leur région pour offrir la culture. Ça veut dire être présent. Et je pense que c'est important de sentir que les gens sont là et les adhésions permettent, c'est des montants d'argent qui permettent au bout du compte d'offrir plus de choses et plus de choses diversifiées, que ce soit juste dans les programmations. Je pense que les gens, en tout cas, ils me l'ont dit beaucoup dans les dernières années, ils apprécient vraiment les programmations, les artistes qui sont invités, bien ça prend des sous. Il y en a qui sont plus chers et on va se le dire, les artistes qui sont plus chers, c'est les artistes les moins payants pour le RIF. C'est aussi d'offrir des ateliers à plus de groupes, c'est de s'équiper mieux pour desservir en fait la population. Donc, ça sert à ça les sous aussi. Et c'est de devenir ambassadeur, dans le fond, de la culture pour sa région. C'est un élément à ne pas négliger pour une région qui se veut vive et attractive. Donc, voilà.